Bonjour à vous tous, les passionnés du lancer de dés et les accros du pinceau, et bienvenue sur Warthog Wargaming si vous découvrez la chaîne. Si vous la connaissiez déjà il y a 3 ans et que vous êtes encore là, merci de votre soutien indéfectible. Et pour le retour, on fait fort avec la sortie aujourd'hui pour la V4 de Age of Sigmar d'un nouveau Battle Scroll par Games Workshop. Et alors ce Battle Scroll, je l'attendais avec impatience puisque j'aime la version, j'y reviendrai plus tard, mais j'attendais quand même des changements et GW se rechigne souvent à faire des changements importants en cours de saison. Et alors là, autant vous dire que j'ai tout sauf été déçu et au contraire, je suis chaud bouillant sur le jeu et je vais vous expliquer pourquoi. Pour ça, je vais vous présenter un peu le programme de la vidéo. Alors c'est une review et réaction à chaud à ce Battle Scroll, c'est-à-dire que je vais surtout m'appesantir sur le changement général du paradigme du jeu et pas tant sur les armées en particulier, même si je ferai un passage rapide sur les hausses et baisses en points, mais ça pourra donner lieu à des nouvelles vidéos. Alors on rentre dans le dur, je ne vous fais pas patienter plus longtemps avec les changements majeurs, on peut le dire, qui ont été apportés par Games Workshop, et franchement, moi, sans spoiler, ça fait plaisir. Donc on commence tout de suite avec Size the Initiative. Donc on est ici devant un changement total de paradigme du jeu au niveau du double tour qui fait couler beaucoup d'encre depuis la création du jeu. Ils ont essayé de le mitiger en début de cette V4, mais certains, dont moi, trouvaient que ce n'était pas suffisant. Et alors là, on a un nouveau mécanisme. Donc, pour revenir un peu sur les bases, on avait d'abord le mécanisme de l'underdog. C'est-à-dire que l'underdog, c'est celui qui est en retard au point. Il était gratifié d'un PC supplémentaire, voilà, pour rattraper son retard. Et le double tour, quand il était pris par un joueur qui avait le choix de prendre ce double tour, c'est-à-dire qu'il avait joué second et qu'il jouait premier au tour suivant en le décidant, donc en gagnant le lancer de dés, pas si son adversaire lui donnait, ne pouvait pas marquer de battle tactique. Alors, là, tout est chamboulé, puisque le principe de l'underdog reste sur la base le même. C'est-à-dire que si vous êtes en retard au point, vous êtes underdog, vous avez un CP supplémentaire. Mais maintenant, si vous décidez de prendre un double tour, l'adversaire devient automatiquement underdog, c'est-à-dire qu'il va avoir un 5e CP en début de round. Et ça, même s'il vous dépasse en points par la suite, ça va durer jusqu'à ce qu'il prenne lui-même volontairement un double tour. Donc c'est-à-dire que si vous faites un double tour T1, T2, potentiellement vous donnez 5 CP par tour, par round à votre adversaire jusqu'à la fin de la partie. Alors c'est mitigé par une autre règle qui est dans aussi Size the Initiative, c'est le fait que la restriction de ne pas prendre de battle tactique en cas de double tour volontaire ne s'applique plus si vous avez au moins 6 points de retard. Donc, pour moi, ça change absolument tout. C'est-à-dire que si vous voulez jouer le T1, T2, vous risquez probablement de laisser le statut d'underdog à votre adversaire jusqu'à la fin de la partie. Et si vous voulez jouer un T1, T2 double tour en voulant marquer quand même votre tactique, ça vous oblige à laisser l'adversaire le tour 1, à marquer 6 points de moins que lui pendant ce tour, et à espérer gagner l'initiative suivante, que je rappelle, vous perdez sur une initiative. Donc, sur une initiative égale de chaque côté. Donc pour moi, c'est vraiment un changement majeur, puisque miser sur un T1, T2 très fort, ça va désormais demander vraiment d'être certain de son coup, certain d'annihiler l'adversaire et de lui enlever du moins assez de ressources pour scorer tout au long de la partie, parce que on le sait tous, pour ceux qui jouent beaucoup et pour ceux qui sont débutants, vous le verrez vite, passer de 4 PC à 5 PC par round, c'est vraiment très structurant dans le nombre d'actions que vous pouvez faire, notamment pour réagir aux actions de vos adversaires, pour vous protéger de ces Death Stars, pour continuer d'exister en fait. Donc voilà, ça c'est vraiment un changement majeur que je trouve vraiment bienvenu. J'ai hâte de voir comment ça va se passer, et ça reste dans l'idée que le double tour permet de se refaire si on est mal engagé dans la partie, puisque là on va pouvoir marquer une tactique même en cas de double tour, mais si on a 6 points de moins, ce qui est quand même
un gros delta à récupérer. Donc là, je trouve que c'est vraiment très structurant. Et d'ailleurs, ça va jouer sur le list building, mais le list building, j'y reviendrai plus tard parce que vous allez voir que beaucoup de choses concordent pour modifier le list building qu'on a l'habitude de faire à Age of Sigmar en version 4. Donc, la deuxième règle dont je voulais vous parler, c'était les Regimented Force. Donc là, c'est en gros l'aspect régimentaire du jeu. C'est vous devez avoir de 1 à 5 régiments dans votre armée. Et maintenant, si l'un des deux joueurs a dans son armée plus de régiments que son adversaire, c'est-à-dire vous allez être en 4 poses et votre adversaire en 3, eh bien vous allez pouvoir désigner une seconde Honor Guard, donc une seconde garde d'honneur, qui ne devra pas être dans le régiment de votre général. Voilà. Et alors là, ça vient complètement mitiger, selon moi, on verra bien dans les faits, et n'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous en pensez, ça vient selon moi totalement mitiger la recherche absolue du drop le plus bas possible. C'est-à-dire qu'avant, bon voilà, on allait chercher le 2 poses ou le 3 poses maximum, quelques armées se permettaient le 4 poses, mais on avait vraiment envie d'avoir le choix du début du tour, puisque globalement, avoir plus de régiments que l'adversaire n'apportait rien, à part de ne pas avoir le choix. Maintenant, si vous avez plus de poses que votre adversaire, il continue d'avoir la préséance sur le choix de qui va commencer la partie ou pas, mais d'un autre côté, vous allez pouvoir choisir une deuxième Honor Guard. Et là, vous allez voir la transition de pro, ils ont mis à jour les règles des Honor Guard, qui avant étaient au nombre de 3, et ils en ont rajouté 2 nouvelles. Donc, bon, vous voyez que je ne sais pas compter, donc 2 nouvelles, voilà. Donc, je vais les passer en revue et vous donner un peu mon avis sur chacune de ces Honor Guard. Et après, je reviendrai sur, pour moi, voilà, l'ensemble de tous ces changements, qu'est-ce que ça apporte au jeu, qu'est-ce que ça va changer dans notre façon de jouer, et surtout, qu'est-ce que ça va changer dans le list building, qui est quand même un des aspects très importants dans le Wargame, vous en conviendrez. Donc, on a toujours l'assignement spécial, c'est-à-dire que vous choisissez une Honor Guard, et elle va gagner un mot anti, donc anti-infanterie, anti-cavalerie, anti-war machine, anti-monstre, anti-bête. Et donc ça va être un bonus de plus un rend, un tour où elle a chargé cette Honor Guard contre une unité qui a le mot-clé en question. Donc voilà, ça apporte un peu de létalité, pas vraiment de changement à ce niveau-là. Le bodyguard, ça reste pareil, mais c'est quand même update, parce que l'unité de garde du corps, c'est votre garde d'honneur, si elle est entièrement à 6 pouces de l'unité du héros qui mène votre régiment, et que ce héros est engagé, pas besoin que l'Honor Guard soit engagé, vous allez retirer une attaque à toutes les unités engagées avec votre général. Alors la petite nouveauté, c'est que maintenant, ni l'Honor Guard, ni le héros qui mène le régiment ne doivent avoir chargé pour aller enlever cette attaque. Donc là, on est sur la garde d'honneur très défensive et qui peut être appréciable pour des grosses pièces. Voilà, pareil, pas de gros changements, mais quand même. On a la cible prioritaire ou priority target, donc c'est le troisième type d'Honor Guard qui existait déjà. Donc là, c'est vous allez choisir votre Honor Guard et elle aura un +1 to hit, donc toucher, et +1 pour blesser sur une unité de garde d'honneur adverse ou sur le général adverse. Pas l'entièreté du régiment, simplement le général et sa garde d'honneur. Maintenant, la limitation qui a été apportée, et j'ai trouvé ça très bien, ça ne date pas d'aujourd'hui, mais c'est que la cible que vous visez pour avoir ces bonus, en plus d'être une Honor Guard ou le général adverse, doit être dans les 12 pouces, et ce qui limite un peu la puissance de certains tirs de couverture qui devenaient un peu cancer pour le jeu, je me permets de le dire. Voilà. Et alors là, on attaque les grosses nouveautés, c'est-à-dire qu'on a le Field Sergent, donc qui est un 4e type d'Honor Guard qui fait son apparition aujourd'hui. Et alors le sergent de champ, globalement, ça doit être un héros d'infanterie qui ne vole pas. Il peut être unique, mais il ne doit pas mener le régiment. Donc là, je vais d'abord finir la règle et je vous dirai les intérêts que ça fait après. C'est-à-dire que ce héros
va ajouter 2 au mouvement de toutes les unités infanterie non volantes entièrement à 12 pouces de lui. Entièrement à 12 pouces de cet Honor Guard, mais qui en l'occurrence est un héros infanterie qui ne mène pas un régiment. Donc là déjà, on va penser très fort aux Fire Slayer, aux Iron Joe, à des armées comme ça qui ont, ou même à Nurgle avec les Blight King et les Porte-Peste, qui ont de très bonnes unités d'infanterie, mais qui pâtissent d'un manque de mobilité qui coûte cher dans le jeu, parce que pour aller prendre un objectif et rester dans le jeu et pouvoir revenir dans la partie, on sait que le mouvement, ça compte parfois autant, voire beaucoup plus que l'attrition. Et en plus de ça, voilà, donc ça c'est l'effet qui va être sur les armées, c'est-à-dire qu'il y a des armées qui manquaient de mobilité, qui vont pouvoir en gagner via ce moyen, et surtout, ça va redonner aussi de l'intérêt à ces héros qu'on ne prenait pas, parce qu'on avait des héros qui allaient se mettre dans un régiment et nous prendre une place dans un régiment sans nous apporter plus d'avantages que leur effet personnel, mais souvent ce sont des héros assez modestes, et souvent on allait se dire oh bah mince, ce héros-là, je vais le mettre, il va m'apporter un petit effet, peut-être que je vais en bénéficier, mais d'un autre côté, c'est une unité en plus dans mon régiment, ça va me faire perdre une pause, les pauses, ça va me faire perdre le choix de l'initiative, c'est terrible. Et bien maintenant, on en revient à la règle précédente, Regimented Force, qui fait que maintenant, vous pouvez avoir un intérêt à avoir plus de régiments que l'adversaire, puisque ça va vous permettre de choisir 2 Honor Guard dans le régiment de votre général, plus un autre régiment. J'arrive à la dernière nouveauté en termes de garde d'honneur, qui est la Prized Beast, donc la bête primée, la bête de guerre en somme. Donc là, vous allez pouvoir choisir un monstre non unique qui ne dirige pas un régiment, et oui, puisqu'il y a des monstres non uniques qui sont des héros, et donc ce monstre va gagner mais ne va plus être affecté par le Battle Damage, c'est-à-dire que la plupart des monstres, quand ils ont perdu 10 PV, ils perdent des attaques sur certains ou tous leurs profils, souvent c'est seulement sur un profil, voilà. Et donc, cet Honor Guard ne sera plus affecté par le Battle Damage, donc va garder sa létalité toute la partie, et au-delà de garder sa létalité toute la partie, elle va être fortement augmentée puisqu'elle va gagner un +1 pour la touche, en permanence contre n'importe quelle cible, et c'est précisé noir sur blanc que ça affecte les attaques de compagnons. Donc là je vous dis, en tant que joueur Iron Joe, ils ont en plus permis au Tusk Boss, donc le héros sur Gros Cochon que vous pouvez voir ici, de maintenant rentrer dans un régiment et de ne pas être un leader de régiment, et donc potentiellement de ne plus subir le Battle Damage et d'avoir un +1 touche, sachant qu'on est un orc et qu'on touche à 4+, c'est énorme comme changement pour les monstres non uniques potentiellement. On va aussi y penser en Son of Behemoth. Voilà, comme je vous ai dit, je n'ai pas encore eu le temps de faire en profondeur toutes les armées, mais je trouve que c'est génial parce que ça apporte du choix. Donc, on reprend. Le double tour est mitigé plus qu'avant, puisque maintenant vous risquez de donner l'underdog pour toute la partie à votre adversaire. Le double tour reste une possibilité pour se refaire, puisque si vous avez plus de 6 points de retard, 6 points ou plus de retard, donc vous êtes globalement dans une position peu confortable, contrairement à moi sur ma chaise, vous pouvez vous refaire grâce à un double tour en marquant une battle tactique. Le list building est modifié, puisque on voit que certaines Honor Guard donnent plus d'intérêt à intégrer des héros modestes à des régiments, et en plus, maintenant, il y a une vraie question entre est-ce que je vais aller chercher le nombre de pauses le plus bas, et donc jouer en 1, 2 ou 3 régiments, ou est-ce que au contraire, je vais essayer d'aller chercher le 4e régiment, voire qui sait le 5e régiment, pour pouvoir à chaque partie choisir une 2e Honor Guard. On imagine par exemple, je ne sais pas, un gros bloc d'infanterie, autour d'une pièce centrale, comme un Mokrocha par exemple, ou je ne sais quelle autre pièce centrale, celle qui vous fera le plus plaisir. Et donc, sur cette pièce centrale, vous allez, si vous avez beaucoup de pauses, pouvoir aller chercher un bodyguard, un garde du corps, ce qui fait que quand l'ennemi va vouloir vous impacter fort, ben, ça va être plus compliqué. Et en plus, ce bloc solide va potentiellement pouvoir bouger beaucoup plus vite
Si vous, allez chercher par exemple le fil sergent pour gagner 2 pouces de mouvement sur toute votre infanterie, à 12 pouces de lui, ou alors ça va être de faire rentrer des monstres qui avant ne rentraient pas parce qu'on se disait toujours mon plus 1 pour toucher, bah, je vais le mettre sur ma grosse unité renforcée, ma grosse Death Star, et là potentiellement vous allez pouvoir faire rentrer un monstre qui a des stats peut-être de touche un peu basses et le rendre tout de suite plus létal grâce à cette Honorguard Prize Beast. Donc moi, je vais vous le dire, je suis vraiment heureux de ce Battle Scroll. Et vous voyez, je vous le dis avant de rentrer dans le débat de n'importe quelle armée, telle armée a pris un nerf, telle armée a pris un up, c'est justifié, c'est injustifié. Parce que là, on parle du jeu dans sa globalité, du paradigme du jeu. Ça donne plus de choix au list building, plus de profondeur au list building, parce qu'on va regarder des unités qu'on ne regardait pas auparavant. Et aussi, ça va donner un aspect encore plus potentiellement coûteux au double tour. Alors forcément, hein, si vous faites un double tour et que vous arrivez à annihiler l'adversaire, bah, le résultat est toujours le même. Derrière, il score plus grand chose et vous êtes pas mal, qu'il ait 5 PC ou pas. Mais si vous êtes sur un double tour où vous vous dites là je peux peut-être mettre un gros coup à mon adversaire, mais d'un autre côté, je peux peut-être lui donner 5 points de commandement toute la partie et me louper, ça va faire réfléchir certains joueurs qui étaient friands du double tour, voire qui surexploitaient cette mécanique. On peut aussi voir que par exemple, cette mécanique du double tour choisi, ça reste une mécanique du double tour choisi. Donc Archaon qui a perdu un peu avec la marque de Nurgle qui a disparu, peut-être que là, l'œil de Sherian va redevenir plus fort parce que vous ne choisissez pas de faire un double tour, c'est défini par l'habilité, et donc vous allez pouvoir faire un double tour sans donner l'underdog automatique à votre adversaire. Donc voilà, je lance des pistes comme ça, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. N'hésitez pas à me dire si vous pensez que je me trompe totalement. Ça me fera plaisir d'en débattre avec vous et de vous voir débattre entre vous. Je pense que c'est ce qu'on peut dire sur ce Battle Scroll, c'est waouh, enfin GOA qui prend des risques, qui n'attend pas son prochain manuel du général pour apporter des changements qu'on peut qualifier de majeurs, des changements qui vont changer le paradigme du jeu, le list building, la façon dont on envisage les prises d'initiative, le don du tour. C'est vraiment, je trouve, génial, et je ne suis pas le dernier à critiquer GOA quand c'est pas bon, à mon avis, tout est subjectif. Mais là, je suis vraiment heureux de ce qui s'est passé au niveau de ce Battle Scroll, et j'espère avoir vos avis en commentaire, et j'ai très hâte de tester ce nouveau Battle Scroll. Alors, on se retrouve donc pour la deuxième partie de vidéo où je vais passer, mais vraiment rapidement, sur les mises à jour par allégeance et par faction, et sur les tendances en points. Mais comme je vous ai dit, j'ai pas encore tout fait en détail, donc je préfère pas vous dire de bêtises et donner mon avis sur les tendances globales. Donc, Games Workshop a fait un sommaire. Encore une fois, c'est à saluer. Donc je vais vous le faire allégeance par allégeance. Au niveau de l'ordre, on a les Stormcast avec Ionus Cryptborn qui va, je pense, faire son retour sur les tables de jeu puisqu'il gagne le mot-clé Ruination Chamber, donc chambre de la ruination, ce qui va lui donner accès à quelques babioles sympas comme potentiellement une Ward A5. Voilà. Donc bienvenue à nouveau à bord Ionus. Ensuite, en Cities of Sigmar, c'est 2 superbes belles figurines qui sont mises en avant. Donc on a le fusilier sur le Logor qui est magnifique, qui avant, quand il tirait sur une unité, allait la marquer et donner +1 pour toucher au tir sur elle pour nos autres unités. Maintenant, c'est au tir comme au corps à corps. Donc attention, une fois qu'il vous a regardé, vous êtes dans le salle. Ensuite, on a Thalia Vedra, donc l'autre, la pièce centrale sur sa manticore, qui voit sa capacité de buff dirigée depuis le front vraiment augmenter, puisque maintenant elle va donner un +1 blessure et une ward à 5 au lieu de ses précédents effets. Donc ça va faire plaisir de revoir des figurines comme ça, et puis je pense que Cities of Sigmar avait aussi besoin un peu de revenir dans le jeu. Les Caradrons, alors là ça me fait peur, les vaisseaux donnés avant en bulle, une -1 hit au tir, genre sur tout ce qui était autour, au niveau infanterie, tout ça. Maintenant c'est -1 hit au tir comme au corps à corps. Et là je vous avoue que j'ai une partie contre Caradron bientôt, et j'ai pas forcément hâte de la jouer. Si, j'ai hâte de la jouer parce que ce Battle Scroll est super, mais j'ai un peu peur du résultat. Caradron, c'est comme Son of Behemoth, c'est très dur à équilibrer puisqu'il ne joue pas vraiment au même jeu que les autres, hein, les joueurs de 40K. Voilà. Ensuite, en Séraphon, c'est Croak qui revient sur le devant de la scène avec un +1 dissipation
qui est très rare dans le jeu, et son sort Célestial Délivrance qui va pouvoir s'activer à 18 pouces au lieu de 12. Et ça, c'était une grosse doléance au niveau des Séraphons de se dire que Kroak, c'est dur à sortir puisque on est obligé de l'exposer pour s'en servir alors que le slant est très bon. Donc peut-être retour de Kroak. Et au niveau des Reapers dactyles et des Terradons des chevaucheurs, on va avoir une cohérence d'unité à 2, ce qui va permettre pas mal de moves tactique au niveau d'élargir les cordons, d'aller engager une unité en plus d'aller se poser sur un objectif. Voilà, c'est sympa. On passe à la Death, et donc là c'est les Nighton qui reprennent un taquet bien mérité, n'est-ce pas? Enfin, selon moi c'est un taquet, c'est-à-dire qu'avant on avait Discorporate ou Incorporel qui était pour un PC en réaction à une attaque, on gagnait une ward à 5 au lieu d'une ward à 6. Maintenant, c'est toujours possible, mais c'est en début de tour, en phase des héros. Donc ça va durer tout le tour, on pourrait dire c'est plus fort, mais pour moi, un bon joueur va complètement esquiver cette unité. Et est-ce qu'on va vraiment avoir envie de dépenser un PC pour ça, sachant qu'un adversaire malin va le contourner? Alors en fin de partie, s'il vous reste qu'un gros bloc, forcément c'est très fort, mais pour moi c'est un nerf qui est bien mérité. Les Flash Hitters courtes reviennent aussi dans la course avec le retour d'une mécanique en bulle avec des jets de dés pour gagner des points de noblesse, et le juge qui est une très belle figurine encore une fois, qui avance sur un 3+, passer son effet, on était content, mais là on sera encore plus content parce qu'il va pouvoir en plus de ça gagner un point de noblesse, et entre ça et le pouvoir d'en gagner via des jets de dés en bulle, ça va peut-être le ramener aussi sur les tables plutôt que sur les étagères, ce qui est toujours sympa pour une belle figurine comme ça. En Ossiarch, on a, mais c'est un peu accessoire, une petite amélioration de la capacité du Harvester, mais ils prennent surtout un gros taquet au niveau des points, mais c'était attendu. Je reviendrai aussi là-dessus plus tard. On arrive au chaos. Alors là, en Skaven, il y a Screech et Vermin Lord, donc le Vermin Lord nommé, qui va passer sorcier de niveau 2. Et on a la Plague Furnace et la Cloche, qui respectivement dégrader la ward de 1 pour les adversaires et donner une ward à 6 à l'infanterie Skaven autour. Les effets étaient à 6 pouces, c'était dur de s'en servir. Les deux effets passaient à des bulles de 13 pouces. Là, c'est des grosses bulles. Je pense qu'on va revoir ces deux pièces sur la table. Au niveau de Khorne, on a un changement majeur au niveau de la dîme, c'est-à-dire que le Blood Teeth dîme de sang, avant les joueurs Khorne pouvaient l'utiliser une fois par tour. Maintenant, c'est une fois par phase. Alors, on va me dire, il va falloir la cumuler quand même, cette dîme. Elle ne vient pas toute seule, c'est en tuant des unités ou en perdant. C'est toujours bon quand il y a du sang pour Khorne. Mais quand même, maintenant, un joueur Khorne qui aura accumulé de la dîme, pour aller le chercher, il faudra peut-être se lever de bonne heure. Les Edonite of Slaanesh, donc eux qui ont un peu de mal, ils vont gagner le Florid Killer, donc leur trait de bataille qui va affecter aussi les compagnons. Donc là aussi, les super figurines de Seeker, que ce soit les archers ou les lanciers, vont pouvoir en bénéficier, et je trouve ça sympa. En Magodkin of Nurgle, on retrouve un peu ce qu'il y a chez les Séraphons avec les volants, donc c'est-à-dire les mouches vont avoir une cohérence de 2. On retrouve ça aussi chez les prosécuteurs Stormcast, mais c'était déjà le cas sur le War Scroll. Et donc ça ouvre des tactiques. Et on a aussi l'amélioration d'un sort qui avant demandait l'abondance de chair, qui avant demandait aux joueurs Nurgle d'être soit pleine santé et d'avoir un -1 to wound sur son unité, ou soit de se soigner s'il n'était pas pleine santé. Maintenant il aura le choix, et tous les joueurs Nurgle vont choisir le -1 to wound, je vous l'annonce. Mais bon, c'est toujours cool, c'est du choix. On en arrive à la destruction, avec Angloomspite, un petit changement sur le Mangler Boss, qui avant donnait un +1 blessure, ça va devenir un +1 hit pour les squigs en bulle autour de lui. Et comme les squigs ont tendance à vite devenir dégénérés, je pense que c'est sûrement un changement bienvenu, même si on n'était pas encore sur une méta full squig, c'est un bon garde-fou. On a ensuite en Ogre, là, la terre tremble avec potentiellement un retour des Stonehorn et des Thundertusk qui vont en tant que monstres gagner un +2 sur leur jet de charge écrasante, donc sur les BM. Et donc là, ça va rappeler des bons souvenirs aux Ogres et des peut-être mauvais souvenirs aux autres. C'est associé à une baisse de valeur de lancement, que ce soit le lancement de base ou le lancement critique, sur 2 prières en Ogre. Et c'est vrai qu'il y avait des lancements critiques à 10+, c'était quand même un peu chaud. Là, ça va passer à 8 pour le critique et je crois à 4 pour la prière de base. Et c'est plus sympa. Merci pour les prêtres, les prières, on aime. Voilà. Et en Son of Behemoth, on revient un peu à ce qui se faisait avant, c'est-à-dire que
En V4, les blessures mortelles, c'était devenu un rampage, donc on pouvait le faire une seule fois par armée, et ça remplaçait un autre rampage. Maintenant, dès que vous allez les charger avec un petit gargant ou un gros gargant, vous allez faire en multi-cible de la blessure mortelle, et ça va rapporter un peu de létalité à l'armée. Dans la même idée, le Beast Smasher gagne une attaque sur sa grosse massue, la finesse, et tous les méga gargants vont gagner 2 attaques sur leur piétinement, ou leur almighty piétinement pour le War Stomper. Et donc là, on va peut-être voir de la pulpe de petites choses, de nouveau. On va voir si ça leur permet de revenir dans le jeu, puisqu'ils disputent en ce moment la dernière place avec les Fire Slayer. Mais eux vont avoir cette hausse de létalité. Les Fire Slayer, eux, vont peut-être gagner du mouvement s'ils utilisent à bon escient le nouvel Honor Guard Phil Sergent. Voilà. Au niveau des points, on a Nighthaunt, Ossiark et Zench qui prennent des gros taquets. C'est normal, c'est des armées qui dominent la méta globalement. On a pu voir que Zench en ce moment, ça a commencé à partir dans les tours. Les Cavalos en Ossiark et en Nighthaunt, un peu tout, les X-Race, les Bladegeist. Et ça, c'est plutôt bon. Sinon, ce qu'on peut noter, c'est dans pas mal d'armées, on a des baisses en points. Et surtout, moi, avant de m'intéresser aux détails, ce que je retiens, c'est qu'il y a des baisses en points massives, du moins 20 points, du moins 40 points sur plusieurs unités. Et ce que j'ai a entendu peut-être la base de joueurs qui disaient qu'on se rapprochait de plus en plus du jeu d'escarmouche plutôt que d'un jeu de bataille. Fantastique, voilà. Alors, d'un côté, la gestion des ressources très limitées, c'est cool, mais le sentiment jeu de bataille, j'avoue que moi, ça me manquait un peu. J'espère qu'on va récupérer une unité dans les armées, ce serait déjà pas mal. Dites-moi si vous avez déjà fait des listes, ce que vous en pensez, si vous aimez, si vous aimez pas. Mais moi, vraiment, ce que je retiens, c'est ça, c'est le changement des règles pour le double tour, qui devient, pour moi, il faut réfléchir beaucoup plus avant de le prendre. La possibilité toujours de se refaire avec un double tour si on est 6 points de retard, donc si on est vraiment dans une situation difficile, le double tour permettra toujours de se remettre, mais sera moins un facteur d'écrasement de l'autre sans que ça ne coûte rien, puisque donner 5 PC par tour à l'adversaire potentiellement jusqu'en fin de partie, c'est dur. Les nouvelles Honor Guard qui vont apporter en list building, combiné avec le fait qu'avoir plus de pauses maintenant va aussi permettre de choisir une deuxième Honor Guard. Donc on gagne aussi de la profondeur de list building, du choix. Est-ce que je veux choisir qui aura le T1 ou pas? Est-ce que je veux plutôt 2 Honor Guard? Pour moi, on gagne du choix au niveau des tours, de la prise de tour ou pas, au niveau de la construction de liste. Est-ce qu'on ramène des petits héros? Est-ce qu'on monte les pauses? Est-ce qu'on les diminue? Les Honor Guard qui apportent de la variété et puis qui vont venir combler les faiblesses de certaines armées, donc les monstres non uniques et l'infanterie qui ne bouge pas très vite, vont pouvoir être buffés un peu. Et la baisse des points globale avec des hausses ciblées et plutôt bien ciblées, je trouve clairement que Games Workshop va dans le bon sens. Quand c'est le cas, il faut le dire. Et moi, est-ce que je vais dans le bon sens? N'hésitez pas à me dire sous cette vidéo si vous l'avez apprécié. Si vous ne l'avez pas apprécié aussi et surtout pourquoi, puisque j'aimerais bien pouvoir m'améliorer pour vous proposer des contenus de meilleure qualité qui vous plaisent plus, qui vous donnent envie de revenir sur la chaîne. Et puis je vous dis à bientôt autour d'une table, sur la chaîne ou dans l'espace commentaire. Et surtout amusez-vous bien, n'oubliez pas que ça reste un gros jeu de dés. Allez, à bientôt!